Ça y est, c'est parti? Eh ben, bonsoir. Ben, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à la communauté Petit Bambou. Et je suis vraiment ravie d'être avec vous ce soir, mais vraiment, je vous l'annonce, c'est vraiment pas un exercice facile pour moi parce que j'ai tendance à être dans mon coin, à vouloir écrire comme ça toute seule dans mon coin. Donc là, je vais me retrouver avec une communauté. J'espère que vous allez me poser plein de questions. J'espère que je vais échanger avec vous et je vais pouvoir répondre à toutes les questions que vous allez me poser, voilà, et c'est très intéressant pour moi de participer et surtout de lancer ce programme, sur Petit Bambou. Pour moi, c'est quand même pas mal parce que en fait, qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire cette série en fait, maintenant que j'y repense, c'est notamment un texte que j'ai trouvé dans un des ouvrages de Thich Nhat Hanh. Et d'ailleurs, ce texte, je l'ai remis dans une des méditations que j'ai écrites sur faire la vaisselle. Et j'ai trouvé ce texte absolument savoureux et à la fois très dense et très concret en même temps. Donc, je me dis, mais c'est extraordinaire euh, de pouvoir vraiment exporter la pleine conscience dans la vie de tous les jours. Parce que l'essence de la pleine conscience dans la vie courante, c'est finalement de vous approprier chaque moment. De vous approprier chaque moment euh, comme si chaque moment devenait plus dense en fait. C'est ça le but. Vous avez le droit de vous dépêcher, hein, ce qui est parfaitement nécessaire dans beaucoup de situations aujourd'hui, mais voilà, faites-le consciemment, même quand vous vous dépêchez. C'est une façon toujours d'opposer toujours cette précipitation incessante. Aujourd'hui, c'est très valorisé de faire plusieurs choses en même temps. Le multitâche, enfin voilà, c'est très valorisé. On est performant, on arrive à faire. Et en fait, euh, la méditation vous fait adopter un peu tout l'inverse, quoi. C'est-à-dire, on fait vraiment une chose à la fois. On apprend à faire une chose à la fois on tente de vivre plus en pleine conscience comme ça. Hein. Donc, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que à tout moment, vous pouvez vous demander est-ce que je suis pleinement présent ou présente à ce que je fais, comment mon corps se sent, comment je respire, euh, comment mon esprit est-il occupé. Vous pouvez aussi vous connecter à votre corps quand vous êtes debout, quand vous marchez, quand vous écoutez, quand vous parlez, quand vous mangez, quand vous travaillez. Voilà, vous pouvez vous connecter à vos humeurs, vous pouvez vous connecter à vos émotions, à vos pensées. Vous pouvez vous connecter à d'autres personnes aussi de cette façon-là. Vous pouvez vous connecter à leur langage corporel, à leurs tensions, à leurs sentiments, à leurs paroles. Vous pouvez vous connecter à l'environnement. Vous pouvez vous connecter à la sensation de l'air sur votre peau. Rien que ça. Juste, vous marchez dans la rue, juste la sensation de l'air ou le vent sur la peau de votre visage ou alors les bruits de la nature. Vous essayez de vous extraire du reste et puis juste d'entendre, mais simplement les bruits de la nature les uns après les autres, les bruits qui se chevauchent. Voilà, mais de façon avec toujours essayer d'être dans une attention un peu légère, quoi, hein, comme si c'était
une feuille sur la surface de l'eau, comme ça, voilà, vous pouvez être avec la lumière, les couleurs, les formes, tous les mouvements autour de vous. Il y a vraiment plein de façons de diriger son attention sur des aspects du moment présent, ou sur plusieurs en même temps, ça dépend. Voilà. Hein. Voilà, donc là j'espère que vous êtes réunis un petit peu autour de ce chat et que vous allez commencer un petit peu à vous faire connaître. Peut-être il y a déjà des gens qui se sont installés, qui ont envie. Non, Benjamin, Oui, vas-y, dis-moi. il y a une question de Fanny qui vient de trouver du travail. On lui demande de savoir faire plusieurs choses à la fois. Et elle te demande conseil. Comment concilier méditation et multitâche? Ah ah, ben voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je veux dire, c'est très très valorisé le multitâche, les gens qui arrivent à faire plusieurs choses en même temps, qui arrivent à découper leurs gestes, à être à la fois sur le téléphone et trucs. C'est ouais. Dans certaines situations qui l'imposent, on le fait bien sûr, et on arrive très bien à le faire. Le truc, c'est que on a l'impression qu'on arrive à faire plus, mais je pense que en faisant une chose à la fois, on met de la densité dans chacun des gestes, on met une intention qui est autre quand on arrive à faire une chose à la fois. Et donc c'est pas dévalorisant, c'est pas au contraire de faire les choses à minima, de faire les choses de faire une seule chose à la fois. C'est au contraire de faire admettre à son entourage que si on veut faire bien les choses, il faut être pleinement attentif à ce sur quoi on est. Et voilà, donc c'est le faire admettre maintenant dans ce. Je ne sais pas quel est votre environnement professionnel, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites exactement et qu'est-ce que vous entendez par faire plusieurs choses en même temps. Mais essayez d'être consciente toujours d'opposer comme ça à la force centrifuge comme ça des choses qui vont toujours vite, toujours un truc. Essayez d'opposer toujours, d'opposer un autre rythme et surtout une autre intensité. Et je pense qu'après ça, euh, dans les limites du possible évidemment, quoi. C'est moi combien de fois il y a quelques années, j'étais vraiment la spécialiste du multitâche, mais même en arrivant à la maison, surtout quand on a des enfants en bas âge, qu'on a encore 6 coups de fil à passer, qu'on a les courses à faire, qu'on a le repas à préparer, les devoirs à faire, et voilà, donc on est forcément multitâche. Donc, mais on arrive, hein, on arrive à faire. Le truc, c'est que on a, on a un peu l'impression d'avaler tout rond, quoi. Le soir, quand on se pose, on avale tout rond, et est-ce qu'on a profité vraiment du bain des enfants? Est-ce qu'on a profité vraiment de faire le repas comme on aime le faire, c'est-à-dire avec vraiment de l'intention, que ce soit bon, est-ce que... Voilà. Mais bon, j'admets que ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué de... Mais voilà, il faut être conscient enfin en tout cas vigilante, à vouloir toujours opposer quelque chose, de opposer cette injonction-là de faire toujours... Et surtout, ne pas croire que parce qu'on fait une chose à la fois, on est moins performant. Voilà, c'est ça, je trouve. Ça passe aussi par là. C'est ne pas croire que on est moins performant. Voilà, je me répète. Une question de Sandra. Oui. Vivre avec des douleurs et méditer, c'est pas toujours facile, dit-elle. Oui, oui. Des douleurs. Alors, là, on s'éloigne un petit peu du sujet qui nous réunit ce soir, qui est méditer au quotidien dans les gestes de la vie de tous les jours. Mais la méditation, vraiment, peut apaiser les douleurs. J'explique. C'est-à-dire que il n'est pas question de... Il y a toujours, dans la douleur, il y a toujours la douleur intrinsèque, la douleur originelle, hein, qui fait mal, voilà, qui peut tirailler, brûler,
il y a une sensation. Essayez de s'approcher de cette douleur-là pour mieux la cerner, mieux cerner la zone géographique que ça concerne dans le corps. Essayez de voir si elle est diffuse, si elle est constante, si elle oscille ou si essayez de voir à quelle occasion elle apparaît, puis quand est-ce qu'elle disparaît. Essayez de vraiment, comme si on s'approchait avec beaucoup de curiosité sur notre douleur. Et surtout, très très important, quand on est en proie comme ça à des douleurs chroniques, des douleurs lancinantes surtout, essayez de bien prendre conscience du contenu des pensées qu'on rajoute à la douleur. C'est-à-dire qu'il y a toujours des anticipations sur la douleur. On a peur finalement que cette douleur nous empêche d'aller travailler le lendemain, nous empêche de conduire et de faire les kilomètres qu'on a à faire, nous empêche voilà, on a l'impression que on amplifie forcément et du coup c'est comme si on rajoutait des couches et des couches, ça fait comme des pansements humides sur la douleur et ça ne fait que l'amplifier, quoi. C'est-à-dire que la souffrance, la douleur originelle se transforme réellement en souffrance parce qu'on y rajoute beaucoup d'anticipation. Donc la méditation nous aide à prendre conscience de ces anticipations, de ces sécrétions de l'esprit qu'on rajoute. Voilà. Et on les dissocie, on les décolle. Et en les dissociant, on arrive à cerner la douleur à vraiment l'appréhender telle qu'elle est. Et non pas comme souvent elle nous embarque. Voilà. J'espère que j'ai été... Une autre question d'Aline. Quel conseil pour assurer méditation au bureau au quotidien? Quel conseil pour assurer la méditation au bureau au quotidien? J'ai bien compris cette question? Eh bien, de toute façon, il y a deux choses. Il y a la pratique formelle, hein, où vous arrêtez vraiment d'être dans l'action et vous vous posez vraiment avec cette volonté. C'est presque un effort cognitif, hein, de se poser comme ça et de décider d'être dans le non-agir, hein, en posture assise. Donc, où vous détectez dans votre journée un moment où vous êtes sûr que vous ne serez pas dérangé et vous fermez le bureau ou vous mettez sur le mode avion, vous décidez de débrancher votre portable parce que effectivement se mettre sur silencieux, ça marche pas. On est toujours en train de regarder les messages, les textos et tout. Non, si vous avez le luxe de pouvoir vous mettre sur mode avion, faites-le parce que ça commence comme ça. La méditation, c'est d'abord dans l'intention. C'est d'abord dans l'intention de méditer. Et si vous êtes sur mode avion, vous décidez délibérément de vous extraire de l'action pour être en posture, assise. Vous pouvez mettre sur votre chaise de bureau, c'est très bien, vous décollez du dossier et vous êtes avec votre souffle un quart d'heure et c'est parfait. Et c'est parfait. Et le plus dur dans cette pause, c'est de vraiment de ne faire que ça. Le plus dur, c'est de ne faire que ça, c'est-à-dire vraiment de s'extraire de la marche à suivre, de s'extraire de la liste de choses à faire, de s'extraire des sollicitations, des distractions qu'on a, combien de fois on est interrompu dans ce truc, de s'extraire de tout ça pour décider vraiment de se mettre avec soi, avec sa respiration et de ne s'en tenir qu'à ça pendant un quart d'heure. Ça paraît déroutant comme exercice, mais ça suffit. Ça suffit. Voilà. Et donc, après, je voulais aussi préciser quelque chose, c'est que être attentif, quand on dit la méditation, c'est vraiment, enfin, en tout cas la méditation de pleine conscience, c'est la définition de la méditation de pleine conscience, c'est porter son attention sur le moment présent de façon délibérée et sans jugement. Donc c'est un travail sur l'attention, d'instant en instant. On décide de porter son attention sur la respiration, sur les sensations du corps, sur ce qui se passe en nous de façon émotionnelle, sur
sur les sons autour de nous, sur l'environnement. Enfin, de toute façon, je ne vais pas vous expliquer tout ça, puisque si vous êtes dans la communauté Petit Bambou, c'est que vous vous êtes exercé déjà à ça. Mais c'est important de dire que faire attention ne signifie pas penser. Cela signifie percevoir, percevoir de façon directe ce à quoi vous faites attention, sans passer par la pensée. C'est assez... d'appréhender comme ça, d'expliquer par les mots, c'est assez compliqué, puisque la méditation, c'est avant tout une expérience qui se traverse. Ça n'est pas une succession de mots, ça n'a rien à voir avec l'intellect. Donc c'est considérer que vos pensées ne sont qu'une partie de votre expérience. Et la conscience signifie une vision de l'ensemble. Et les pensées sont inclus dans cette vision de l'ensemble. C'est la perception de tout le contenu, de tout le contexte de chaque instant. Voilà. L'instant présent, c'est un petit peu... c'est-à-dire qu'on dit toujours aujourd'hui, c'est l'injonction... il y a une espèce de matraquage sur la méditation. Je trouve qu'il y a un gros problème aussi avec ça. Hein. Yasmine Liénard avait posté la dernière fois sur Facebook une remarque dans ce sens-là, en disant qu'il y avait vraiment trop de matraquage et que ça paraissait comme étant aujourd'hui l'injonction qu'il fallait absolument méditer, sinon on passait à côté de... Et je suis assez d'accord avec elle, c'est-à-dire que on a l'impression qu'aujourd'hui, si on ne médite pas, on est un idiot. Non, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'enthousiasme de la part des gens qui, eux, se mettent à cette pratique et qui marchent de toute façon. Donc il y a tellement d'enthousiasme de s'éveiller au moment de chaque instant, comme ça, au moment de tous les jours. Il y a tellement, ça donne tellement une autre dimension de la vie que, effectivement, les gens qui se mettent à pratiquer communiquent leur enthousiasme. Et donc, ça peut aussi heurter les gens qui n'ont pas vécu cette expérience, parce que c'est avant tout une pratique, c'est une expérience. Et qu'il faut le faire, pour l'appréhender. Il faut, voilà, vous pourrez lire plein de livres aujourd'hui. Il y en a qui sont extrêmement brillants, extrêmement convaincants, et il y a énormément de publications aujourd'hui. Je crois que dans le monde de l'édition, il n'y a pas un sujet qui propose autant de parutions en ce moment, franchement, honnêtement. Mais donc, il y a vraiment des très très beaux bouquins, mais vous pourrez les lire, mais si vous ne pratiquez pas, vous n'appréhenderez pas la dimension réelle de la méditation. Voilà. Il y a une question de Cécile qui demande comment se motiver à méditer quand on est tellement stressé et fatigué après une journée de travail et qu'on n'a plus aucune énergie. Ouais. Alors, ouais, je peux comprendre. C'est-à-dire, quand on est arrivé à un point de stress si fort que des fois on n'arrive même plus à se poser. Ça, c'est... Eh bien justement, je dirais qu'il faut quand même essayer de voir, d'essayer malgré tout de se poser et de voir ce qui se passe quand on se pose. Ça paraît... comment vous dire, c'est... Ou alors, si vraiment vous êtes stressé et vous sentez que vous n'arrivez pas à vous poser, essayez d'autres trucs, essayez de, par exemple, faire du sport, essayez d'aller vous extraire de ce stress prégnant qui vous colle à la peau, en vous fatiguant physiquement, en faisant du sport, en allant à la piscine, en faisant... voilà, ça peut être ça aussi. Il n'est pas question de s'en remettre les bras ouverts à la méditation et ne considérer qu'il n'y a que ça, que c'est la seule porte de sortie pour le stress. Le stress, pour remédier aux états de stress, c'est un paramètre de plusieurs choses. C'est l'alimentation,
c'est les relations aux autres, c'est faire du sport, c'est évidemment méditer. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire, mais c'est un ensemble de choses, voilà, et prendre soin de soi dans toutes les dimensions, voilà. Prendre soin de soi, c'est-à-dire que si vous êtes stressé le soir, vous pouvez aussi prendre le parti d'aller prendre une douche, par exemple, et de ne faire que ça, d'être vraiment sur la douche et de vous faire plaisir avec l'eau qui coule, avec l'odeur du savon, être vraiment une douche rien que pour vous, en essayant à chaque fois que vous êtes encore une fois dans vos pensées, dans, vos, dans votre stress, ben, vous notez que vous êtes une fois de plus dans votre stress et à chaque fois vous revenez et vous revenez à l'instant présent, c'est-à-dire à l'eau qui coule, au confort de la douche, à la sécurité que peut proposer une douche et c'est aussi simple que ça. Quelle différence avec la sophrologie? Demande Aline. Je connais pas, je connais mal la sophrologie. C'est souvent une question qui revient. Je suis certaine qu'il y a plein de points communs. La sophrologie, ce que j'en sais, c'est qu'il faut avoir une intention de départ, il faut avoir identifié. Par exemple, on va chez un sophrologue avec un besoin de mieux dormir, un besoin de résoudre un problème, un besoin d'arrêter de fumer, on identifie quelque chose à soigner de ce que je sais de la sophrologie. Voilà. La méditation, c'est plus laisser être les choses, accueillir ce qu'on est, ce qu'on vit, ce qu'on traverse, ce qu'on ressent. Laisser être, laisser se déployer. On a une douleur, on la laisse évoluer comme elle doit évoluer, on prend conscience de tout ce qu'on rajoute autour de la douleur, et voilà. On a une émotion forte, on est désespéré, découragé, on s'assoit et on médite sur ce découragement, on l'accueille. On accueille les sensations, on laisse être, voilà. Et du fait de laisser être dans l'acceptation de ce qui est, ça permet de s'apercevoir que les choses passent, que les choses ne sont pas figées, que tout est en mouvement, que c'est des phénomènes qui traversent notre être et que au fond, notre capacité à s'auto-réguler est là. Intuitivement, vous savez que votre capacité à vous auto-réguler, vous l'avez en vous. Votre corps s'auto-régule dans plein de situations. Il faut lui faire confiance, que ce soit pour les douleurs physiques, que ce soit pour les douleurs émotionnelles aussi. Voilà, faut avoir confiance dans le fait de se poser pour être avec ce qui est. Quelques questions sur la méditation à l'école ou pour les enfants ou ados. Quels conseils pour les motiver et à qui c'est plutôt destiné? Je sais qu'il y a aujourd'hui des programmes qui sont très très bien faits. Il y a pour les petits enfants, je ne sais pas jusqu'à quel âge ça va, mais Elie Snell, peut-être j'écorche son nom, elle vient des Pays-Bas, c'est ça? Elle a écrit un bouquin fabuleux qui s'appelle Calme et attentive comme une grenouille. Et à la fin de ce livre, elle a mis un CD donc, qui s'adresse à des enfants. Elle fait méditer. C'est des méditations pour la petite enfance, très très bien faites. Et je sais que souvent, pour avoir parlé avec des parents qui ont acheté ce livre, ça remplace l'histoire du soir et ça c'est fabuleux. Donc c'est même des méditations que les enfants font avec les parents et tout ça. C'est très très bien fait. Donc il y a des programmes. Et alors aujourd'hui, beaucoup de programmes sont proposés au sein même des écoles. Il y a l'association Enfance et Attention qui propose des programmes ciblés sur les petits-enfants, qui s'inspirent beaucoup de Calme et attentive comme une grenouille. Après, il y a les adolescents. Dernièrement, il y a une collègue à moi, on s'est retrouvés dans un séminaire, là, elle était assise à côté de moi. Elle m'a parlé du programme anglo-saxon qui s'appelle Dot.B. Dot.B. Ça s'adresse aux adolescents. Et aujourd'hui, là-bas, au Royaume-Uni, c'est proposé beaucoup dans
dans les collèges, les lycées. Voilà, je sais que ça aussi, ça marche bien, c'est faire appréhender les grandes lignes de la pratique sur des séances comme ça, à raison de 2 heures par semaine, ou je ne sais plus combien ça dure, mais voilà. Et faire sentir à quoi ça peut ressembler de méditer, et surtout comment ça peut ensuite s'exporter dans la vie, quoi. C'est-à-dire qu'à tout moment, maintenant, une fois que vous savez, vous connaissez le principe, vous pouvez méditer partout. Vous pouvez méditer en étant assis dans le bus, au volant de votre voiture. Vous pouvez méditer voilà. Et vous apprenez après, petit à petit, avec la pratique, l'effort juste. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être figé, de méditer, de rechercher le silence absolu et d'engueuler les personnes qui vous perturbent dans votre méditation. Ça peut être très détendu comme pratique. Et puis, les personnes peuvent à peine s'en apercevoir, en fait, que vous méditez. Vous êtes en vous, et vous êtes dans le métro, voilà, très bien. Ça peut... Justement, il y a Safouane qui demande quels exercices pratiques quotidiens vous pourriez nous décrire. Des exercices quotidiens, ben justement, c'est mon programme. C'est le programme que j'ai écrit. J'ai écrit 10 méditations dans des contextes vraiment très très contextualisés. Alors là, vous êtes par exemple en train de repasser. Vous allez écouter, j'espère que vous allez apprécier. Vous êtes en train de repasser du linge. Et ben justement, d'habitude, quand on repasse, on s'embarque dans des pensées, dans un truc, on est ailleurs. Mais là, juste assister au ballet des gestes et les observer comme la coordination des gestes, la droite, la gauche, le truc, c'est les bruits qui sont associés aux gestes. Voilà, c'est ne faire que ça. C'est une méditation à part entière. Quand vous êtes devant votre évier, que vous décidez de laver la vaisselle, vous devez avoir vraiment cette idée de laver la vaisselle pour laver la vaisselle. Et là, c'est aussi une méditation que j'ai faite. Quand vous êtes sous la douche, vraiment essayez d'être complètement sous la douche. John Kabat-Zinn nous faisait rire quand il disait vraiment, faites l'expérience quand vous entrez dans une douche ou truc, souvent le matin vous êtes déjà dans la réunion. Et vous observez que vous êtes déjà en train de parler à des gens qui vont assister à la réunion que vous allez avoir le matin. Donc il y a même des gens qui s'invitent dans votre douche et vous commencez à parler. Soyez pleinement dans la douche, c'est-à-dire dans l'eau chaude sur votre corps et le fait de vous faire du bien. Voilà, c'est dans toutes les occasions. Manger par exemple, on peut manger une orange en pleine conscience, c'est-à-dire être vraiment dans le fait de manger, de déguster. Vous allez voir, ça a une autre saveur, ça a une explosion de saveur dans le palais quand on mange, quand on décide de manger en pleine conscience. Ça peut être extraordinaire de manger une orange en pleine conscience. Voilà. Et en introduisant de la conscience dans chaque activité, en fait, vous lui donnez de la densité. Hein, voilà, vous lui donnez de la densité. Ça veut dire que tout devient plus vif du fait même que euh, que le contenu de vos pensées s'affaiblit un peu, ne s'interpose plus entre vous et ce qui se passe en réalité. Et c'est ça qui rend les choses plus denses. Voilà. Une question d'Astrid. J'essaie de le faire au quotidien, mais j'ai du mal à apprécier le moment présent sans être dérangé par les pensées. Est-ce que tout le monde apprécie forcément la méditation? Est-ce fait pour tout le monde? Moi, je dirais que oui. Moi, je dirais que oui. Je dirais que c'est fait pour tout le monde, la méditation. On est dérangé par ses pensées. On ne doit pas être dérangé par ses pensées parce que l'esprit pense. L'esprit est pensant. De la même façon que notre corps produit des enzymes, notre esprit produit des pensées. On ne peut pas empêcher l'esprit de penser. On peut simplement faire cette démarche de passer derrière la cascade et d'observer les pensées, d'essayer de les laisser passer comme des nuages dans le ciel, d'essayer de prendre conscience de nos pensées, d'essayer de prendre conscience du fléchage aussi des pensées, de où elles peuvent nous emmener. Quand par exemple on n'a pas rendu un travail, on dit ah bah j'ai pas rendu à temps mon travail, mon supérieur
va me réprimander, je vais perdre mon emploi, donc je vais perdre mon appartement, donc je vais perdre... Ça, c'est le fléchage des pensées. Prendre conscience de, de, de chaque pensée qui en amène une autre et qui amplifie et qui amplifie. C'est ça la méditation. Voilà. Il y a des gens qui donnent des conseils un petit peu sur est-ce qu'il vaut mieux faire des séances longues de 20 minutes, 25 minutes, ou alors faire plutôt plusieurs séances courtes de 6 à 10 minutes par jour, par exemple. Oh, moi, je dirais plus. D'abord parce que c'est plus facile de. Enfin, ça dépend ce qui est plus facile pour vous, mais il vaut mieux, par exemple, se poser 6 minutes plusieurs fois dans la journée que de s'astreindre à faire, à partir dans une méditation qui sera trop longue, qui va faire faiblir votre intention, quoi. C'est-à-dire, ce qui compte dans la méditation, c'est pas la durée de la méditation, c'est l'intention qu'on y met. Voilà. Donc, encore une fois, vous pouvez très bien méditer 10 minutes si vous avez une réelle intention d'être vraiment de vous connecter à votre souffle comme un naufragé s'accroche à la bouée, quoi. C'est-à-dire, et de ne faire que ça. Voilà. Si vous êtes 5, 6 minutes, 10 minutes sur votre respiration, vous allez déjà, quand vous arrêterez cette pratique qui va durer quelques minutes, vous êtes déjà dans le... Tout votre système nerveux va être modifié en bien. C'est quelque chose qui sera assez vite tangible. Voilà, voilà. Est-ce que, est-ce que j'ai répondu à des questions? Alors, je sais aussi que pour en revenir à la méditation des adolescents, là, j'ai parlé tout à l'heure de Dot.B. Alors, ça commence à être développé en France. Voilà. Et il y a aussi cette dame qui s'appelle Jeanne Sio-Fachin qui, elle, propose aussi des programmes pour les adolescents. Elle se partage entre Paris et Marseille. Ce qu'elle fait est très intéressant aussi. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses en direction de tout public, selon les âges, selon les publics différents. Il y a des programmes de pleine conscience qui s'adressent aux gens qui sont en proie à des addictions. Il y a des gens qui sont pour prévenir le burn-out. Il y en a qui pour améliorer le leadership. Il y en a qui voilà, toutes sortes de programmes aujourd'hui qui sont issus de la méditation de pleine conscience et puis qui s'adaptent après à chacun, à chaque rythme, à chaque besoin, à chaque... voilà. Est-ce que la méditation peut aider au sommeil? Et si oui, quels exercices? Alors oui, forcément, parce que la méditation aide au sommeil, forcément dans le sens où euh, il y a un aspect, ça relaxe beaucoup, quoi qu'on en dise. Il y a plein de gens qui disent non, non, la méditation, c'est pas une relaxation. Moi, je dis que c'est d'abord la relaxation, c'est comme le premier effet secondaire de la méditation. Que après, ça va plus loin que la relaxation dans le sens où ça donne une clarté, ça donne plus de discernement sur nos choix de vie et ce qu'il faut qu'on fasse, etc. Mais donc c'est d'abord une relaxation et par le fait que ce soit d'abord une relaxation, quand vous êtes sur votre respiration et que vous êtes que sur votre respiration et que vous allez jusqu'au bout de l'inspire, jusqu'au bout de l'expire, que vous vous concentrez sur le mouvement du diaphragme et que vous êtes que sur le diaphragme, forcément ça relaxe et ça peut vous aider à, à entrer dans le sommeil plus facilement puisque en fait l'endormissement, qu'est-ce que c'est sinon une espèce de lâcher prise, quoi. On accepte de lâcher, donc c'est pour ça qu'on s'endort. Si on se dit à chaque fois il faut que je dorme, il faut que je dorme, si on est dans la tension de vouloir dormir, on s'endort pas. D'ailleurs, les insomnies, c'est on commence à dire il faut que je dorme, il faut que je dorme, donc on se tourne, on se tourne, on se tourne, et puis là on se tend de plus en plus et on veut tellement dormir qu'on dort pas. Donc voilà, l'endormissement, ça commence par une espèce de lâcher prise en fait, et la méditation peut vous amener ça, ouais. Est-ce que la méditation est toujours de se concentrer sur sa respiration? Non, c'est une.
c'est une voie d'accès privilégiée, la respiration, parce que c'est vraiment, c'est constant, c'est toujours là. Si vous savez respirer, vous savez méditer. Donc, tout le monde peut méditer parce que tout le monde respire. Donc, voilà, ça peut être une pratique de base. C'est la pratique essentielle dans la méditation. Vous pouvez rester 20 ans à méditer sur votre souffle et ce sera une pratique très très bien. Mais vous pouvez aussi méditer sur plein d'autres choses. Vous pouvez méditer sur les sensations du corps, vous pouvez méditer sur les sons, vous pouvez méditer sur le cœur, vous pouvez méditer sur ce qui se passe en vous, vous pouvez méditer sur votre douleur, vous pouvez méditer sur vos pensées, vous pouvez méditer sur ouais, sur les pensées qui vous traversent. Vous pouvez méditer sur, par exemple, le découragement. Voilà, un sentiment comme ça qui nous traverse. Qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce qu'il y a derrière ce découragement? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Qu'est-ce que voilà. Vous pouvez méditer sur plein de choses en fait. Est-ce que tu peux nous parler un peu du MBSR et des retraites méditatives? Quand les conseiller, à quoi ça aide, etc. Les retraites, enfin, c'est-à-dire le MBSR et les retraites. Voilà, le programme MBSR, il faut vraiment s'engager dans ce programme en étant motivé. Alors, MBSR, c'est un programme de méditation de pleine conscience. En fait, c'est vraiment pour devenir autonome dans sa pratique méditative. C'est-à-dire que vous avez des séances, c'est assez long, ça dure 2h30. Chaque semaine, vous êtes en groupe pendant 2h30, vous méditez, vous apprenez à gérer pas mal de choses, comment gérer les émotions, comment gérer la douleur, comment gérer le stress. Vous décortiquez pas mal de comportements, de trucs. Vous faites une vraie investigation sur vous-même, sur vos peurs, sur vos anxiétés. C'est pendant 8 semaines, vous investiguez pas mal de choses intéressantes, mais sur des questions comme ça essentielles. Et surtout, il faut être motivé dans le sens où ça ne sert à rien de suivre les séances hebdomadaires de 2h30 si vous ne pratiquez pas tous les jours. C'est-à-dire que les séances collectives dans lesquelles on se retrouve, il y a une dimension participative, on se parle beaucoup, on échange pas mal. Et donc ces séances collectives, c'est un peu la partie immergée de l'iceberg. Le reste, c'est des méditations à faire chez soi tous les jours. Et si possible, pendant 30 minutes, 30, 40 minutes. Voilà. Donc si on n'est pas motivé à faire ça, et si on ne le fait pas, on passe à côté du programme en fait. Donc il faut vraiment le faire à un moment de notre vie où on est décidé, quoi, où on est motivé. Voilà. Et les retraites méditatives, est-ce que ça peut aider à méditer au quotidien après? Ouais. Les retraites d'une journée, d'un week-end, peut-être d'une semaine? Ah oui, oui, oui. Aujourd'hui, maintenant, c'est comme la méditation est en plein essor, hein, il y a vraiment des retraites partout hein, aujourd'hui, des retraites, il y a des journées de pleine conscience, il y a des retraites qui commencent le vendredi soir, qui s'arrêtent le dimanche après-midi, des retraites en région parisienne, des retraites au Maroc aussi, il y a des retraites, moi j'en propose là, je me mets à faire des retraites où j'associe différentes pratiques aussi parce que voilà, on peut faire uniquement des retraites de méditation de pleine conscience et ça s'appelle les outils de la pleine conscience où là on ne fait que de la méditation pendant 5 jours. C'est très dense, ça peut remuer pas mal. Et puis après, il y a d'autres séminaires, d'autres stages où on associe d'autres pratiques qui sont des pratiques voisines. Le Qigong, par exemple, ce que je propose là au Maroc, c'est avec du Qigong, de la marche. On peut faire du yoga. Le yoga, c'est une autre porte d'entrée pour aller dans la même pièce, hein, pour vraiment réunifier le corps, l'esprit, et la complétude de soi, ce sentiment-là d'être plus souverain, quoi, de son corps, de son esprit, enfin voilà. Est-ce que la posture droite est une posture importante? C'est un aspect important de la pratique? Oui, avoir le dos droit. Avoir le dos droit, si possible pas tenu,
se décoller du dossier d'une chaise et puis avoir le dos droit, comme s'il y avait des fils qui tiraient là au-dessus de la tête, là, comme hop, pour vraiment se grandir, mais sans non plus se rigidifier. Encore une fois, c'est l'axe juste, la posture juste, c'est-à-dire il faut sentir comme une sorte d'élévation comme ça, sans être rigide, être vraiment ancré, se sentir à la fois ancré dans le sol, vraiment être vraiment conscient des points d'appui là, du sol, de la posture assise, du bassin, et à partir du bassin, vraiment avoir le dos droit et tenu avec les épaules bien détendues, dégagées, la tête droite, en fait, comme un porteur d'eau, voyez, qui vraiment s'efforce d'avoir la tête bien au milieu pour tenir cette stabilité. Voilà. Et puis sourire aussi intérieurement, c'est important. Afficher le sourire de la demi-lune. Combien de fois par jour peut-on ou doit-on méditer à minima? Combien de fois par jour doit-on méditer? Moi, je donnerai jamais de... Si vous voulez que les choses se déploient vraiment, véritablement dans votre vie quotidienne, il faut méditer tous les jours et faire en sorte que ça devienne un rituel, parce que c'est plus facile comme ça. Quand on se laisse porter par le cadre, de la même façon que le matin, vous vous levez, vous avez un rituel du matin. Vous allez dans votre salle de bain, après vous allez boire le café, vous avez installé des rituels. Et bien quand ça devient un rituel, c'est intéressant parce que c'est plus facile. Voilà. Donc, quand ça devient un rendez-vous quotidien, c'est intéressant. C'est intéressant quant à la façon après d'aborder votre journée, quand vous méditez le matin. Voilà. Dès lors que vous remarquez que votre journée n'est plus la même quand vous méditez et quand vous ne méditez pas, quand vous arrivez à remarquer ça, en général, ça devient un rituel. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Mais maintenant, est-ce qu'on doit? Non, encore une fois, arrêtons chacun à son rythme. Chacun à son rythme. Voilà. C'est si vous êtes intuitivement persuadé que la méditation va vous apporter des bénéfices, faites-le. Mais c'est que à l'intérieur, il y a quelque chose qui vous parle, il y a quelque chose qui vous happe. Voilà. Mais ça ne doit pas être « oh, il faut que je le fasse », ça ne doit pas être une chose à faire en plus dans tout ce qu'on a déjà à faire en plus, ça suffit, quoi. Voilà. Y a-t-il un moment plus opportun dans la journée? Bon, moi j'aime bien le matin, mais ça c'est un choix. Voilà. Il y en a qui aiment bien le soir. Mais voilà, moi le matin, je trouve que le matin c'est vraiment magique, quoi. Avant de mettre les infos, avant d'être bombardé par toutes ces mauvaises nouvelles qui s'impriment, qui finissent par s'imprimer dans le cerveau, avant de ça, opposé à ce matraquage d'informations, ce silence, voilà. Et c'est très très bien. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, moi j'ai senti que c'était fluide. J'ai aimé ce chat. J'ai pas l'habitude d'en faire, mais franchement, voilà, ça aurait été mieux de vous entendre en fait, parce que quand on entend, on a toujours l'impression d'échanger réellement. Mais bon, voilà, je suis avec vous par la pensée. Au revoir à tous.